Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Simon Astier, ça dit quoi? Ça dit, ça va. On avance, ça va. On avance, ça va? Et toi? Ok, tu m'aides pas beaucoup. Ah, le bâtard, il a voulu me piéger. Ça fait plaisir de te voir dans ce fauteuil. J'aimerais, avant qu'on parle de ton actu, Ouais. qu'on parle de l'actu en général un petit peu. L'actu un peu angoissante, un peu anxiogène, tu vois, Ouais. du moment. Si tu peux m'en parler un peu. On est au cœur de l'actu parce qu'aujourd'hui, là, moi, je prépare un spectacle depuis 2 ans, de manière assez acharnée, même complètement acharnée. Un spectacle qui me tient beaucoup à cœur, c'est un des projets que j'ai fait, c'est vrai, qui me touche le plus, qui raconte le plus de choses profondes sur ce qu'on est et sur ce que je suis. Donc, c'est vraiment un truc qui me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, Et aujourd'hui, même, je devais commencer le rodage de mon spectacle à Lyon, ce soir. Et donc, on ne peut pas, parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire dans les semaines à venir. On ne sait pas à quel point les lieux de culture vont être réouverts ou pas, et c'est un vrai débat, et on est en plein dans le grand débat de est-ce qu'on ouvre les librairies ou pas, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, à quel point la culture a une place dans la société ou pas. Et c'est vrai que c'est un débat qui nous traverse et nous fait poser beaucoup de questions sur ce qu'on est, sur ce métier qu'on a choisi, qui est un métier plein d'efforts, qui nécessite beaucoup de sacrifices et beaucoup d'engagement, de faire face à soi-même, à l'échec constamment aussi, pour très peu de réussite, mais une réussite à la fois très forte qui te permet de pouvoir recommencer après. Donc c'est vrai que c'est un grand questionnement. Voilà. Après la première fois qu'on a été arrêté, on pouvait plus rien faire, nous. Là, on peut quand même tourner. Mais le spectacle vivant s'arrête parce que ça réunit des gens et ils ont mis en place des protocoles qui étaient vraiment super efficaces, mais c'est vrai que on arrive à un stade où il faut qu'on protège les gens. Donc, mais c'est vrai que c'est toute la réflexion qu'on a en ce moment de se dire quelle est notre place à nous dans la société. Et moi, au-delà d'être un acteur de cette industrie-là, je me dis que dans les moments comme ça, j'ai l'impression que j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, de l'être humain, en fait. Je pense qu'il faut que... Donc t'es impacté par les mesures, directement, du coup, liées au milieu dans lequel tu gravites. Je suis surimpacté, mais c'est vrai que... Mais t'arrives à être objectif, t'arrives en tout cas à te dire que c'est pas dramatique, que c'est pas... Alors, que l'État n'est pas des enculés. Ah, mais non, parce que je peux pas penser comme ça. Parce que si je pense comme ça, après, je suis en colère tout le temps et on peut pas céder à ça. Mais je pense juste qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Quand je dis prendre soin de moi, c'est qu'en fait, je pense que quand on est à ce point-là mis à mal dans nos vies, je pense qu'on a besoin de la culture. Et moi, j'ai besoin de la culture. Moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin de lire des bouquins. J'ai besoin de voir des histoires, de les regarder, de les entendre pour que mon cerveau voyage, en fait, et qu'il s'aère d'autres choses et qu'il soit fourni. Et je pense que la culture, aujourd'hui, il faut lui trouver une place dans la situation actuelle, mais pas tout fermer comme ça. Parce que je pense que c'est ce qui peut nous faire tous tenir. Au-delà, comme je disais, au-delà d'être un acteur de la culture, je suis aussi un consommateur de culture. Et moi, j'en ai besoin actuellement. Je pense que sans ça, on ne s'évade plus du tout et on ne réfléchit plus du tout et on ne prend plus soin de l'esprit. Et c'est encore le seul truc qu'on a de complètement libre, en fait, l'esprit. Du coup, ce qui te porte le plus préjudice, tu dirais que c'est plus de ne pas pouvoir exercer ton art à toi et de préparer ce que tu es en train de préparer, ton spectacle, ou c'est plus qu'on t'empêche d'accéder à la culture que t'aimes, d'aller au cinoche, d'acheter des bouquins dans les endroits où tu as envie de les acheter? C'est un ensemble, ouais. Après, de ne pas pouvoir faire son métier, c'est compliqué, mais je ne suis pas le seul. Et on est tous dans des difficultés aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une hiérarchie de la difficulté. Je pense que surtout que si on pense comme ça, on est le plus solidaire et que s'il y a bien un truc dont on a besoin... Là, c'est de tous se dire qu'on est tous des acteurs de cette société et de ce monde-là et qu'on doit tous fonctionner ensemble. Si on commence à choisir, à faire des hiérarchies entre est-ce que tu es plus important que ton voisin ou pas, est-ce que tu es plus utile, est-ce que tu es plus... Je pense que là, on est fini. Donc, je me force à pas me poser plein de questions et à me dire j'accepte ce qui se passe tout en me disant... Est-ce que tu l'acceptes aussi pas plus parce que tu es quand même... T'es sur le haut du panier de ton milieu, lié à ton statut de réal, d'auteur, d'acteur. T'es pas
sans sans être péjoratif et manquer de respect du tout au corps de métier, mais t'es pas un simple technicien, t'es pas un simple mec qui bosse sur un plateau, qui branche les prises, qui eux peut-être sont réellement impactés parce qu'il y a peut-être pas de droit d'auteur qui tombe en continu. Ah bah, c'est sûr. Tu vois, il y a peut-être C'est pas sûr. toutes ces choses qui les rémunèrent comme toi, ça peut être le cas en ce moment, j'imagine. Mais moi, par exemple, là, comme je peux pas jouer ce soir, bah, ce matin, j'ai écrit. Ouais. Donc effectivement, j'ai ce rebond-là qui est salvateur. Je n'ose penser à tous mes camarades aujourd'hui qui ont été déjà mis à mal une première fois et qui là, dans le spectacle vivant, c'est un milieu qui est très fragile. Mhm. Et comme tout ce métier, il y a une envie de faire ça, de défendre ça, mais il y a aussi une vraie passion de faire ce métier à tous les postes. Et là, je pense que ça va être dramatique pour le spectacle vivant et pour le monde de la culture. Et je pense qu'une culture en bonne santé, c'est un indicateur fort de l'état d'une société. Mais après, ça c'est vraiment mes convictions perso à moi. Hein. Mais je pense que c'est important en fait d'entretenir la culture, mais pas au détriment du reste. Mais je parle de ma paroisse, forcément. On va recentrer aussi plus sur toi, être moins généraliste, mais peut-être ça qui fait que tu as une communauté de gens quand même qui... Enfin, en préparant l'émission avec l'équipe technique, on en parlait, tu vois, et les mecs me disaient, non mais Simon, les mecs, ils vont kiffer la vidéo. Parce que tu as une communauté de gens qui aiment profondément, je pense, ton travail, de par l'œuvre que tu as créée, à savoir HeroCorp, je pense. Et enfin, tu as de gens qui attestent vraiment d'un talent et effectivement de pas constamment vloguer ou raconter des trucs qui n'ont aucun sens ni intérêt. Est-ce que c'est pas ça qui fait aussi que tu as vraiment cette communauté de puristes, que voilà, que les gens ont l'impression de faire partie un peu de ta team, ta famille Je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai un rapport au public qui est particulier. C'est que je vais jamais dans le sens du public. Je vais toujours raconter une histoire que je me sens légitime de raconter. Je vais toujours parler de quelque chose de très de profondément humain, quelque chose qui me traverse sur un questionnement très intime. Et je vais mettre ça dans un décor spectaculaire. C'est pour ça que je parle de la quête d'identité, de la légitimité, de plein de choses comme ça qui sont des trucs qui m'ont traversé pendant des années dans ma série, mais que ça se passe chez les super-héros. C'est qu'au final, tu peux regarder un truc avec des pouvoirs et un truc d'aventure, avec des moments flippants, des moments marrants, mais au final, ça parle de choses de fondamentales pour moi. Une sorte de... C'est ça, en fait, qui est le ciment du truc. Mais en surface, c'est un divertissement, parce que je trouve que c'est hyper important. Enfin, c'est comme ça. Moi, j'ai tellement grandi comme ça, je crois que moi, j'avais des parents acteurs qui étaient jamais à la maison. Et en fait, j'ai grandi devant une télé, et c'est vrai qu'au final, j'ai toujours perçu plein de choses. Ça t'a nourri, toi? Ouais. Parce que j'entends... Ouais. Après, moi, je suis pas parent, mais j'entends souvent les parents, surtout de nos jours, décrier les tablettes pour leurs gamins, les écrans, les choses, en disant que ça les abrutit, que c'est complètement absurde. Toi, au final, ça, je pense, outre tes gènes, si on peut appeler ton patrimoine génétique, ça t'a peut-être nourri aussi, ça a nourri ton imaginaire, ça a nourri ton... Ça a nourri mon imaginaire. Après, je pense pas que ça m'a complètement... Ça remplace pas des parents qui mettent des limites et qui apprennent à se confronter au monde. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai grandi à travers les histoires qu'on me racontait. Donc j'ai ce rapport-là aux histoires-là, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc... pour moi, quand je regarde un film, si quelqu'un fait du bruit à côté, il faut que j'arrête le film. Souvent, ça m'est déjà arrivé et on me prend pour un psychopathe, mais quand quelqu'un mange ou fait du bruit ou machin et tout, je me pose jusqu'à qu'il ait fini de manger. Parce que ça m'insupporte, en fait. J'ai pas envie de louper un dialogue ou un truc où à un moment donné, le réalisateur, il fait démarrer la musique à ce moment-là parce que ça a un sens. Et émotionnellement, ça a un sens aussi. Moi, c'est comme ça que je perçois les histoires. Ça, on est d'accord, c'est de la déformation professionnelle. Non, c'est... T'as conscience que très peu de gens consomment une série ou un film de cette manière, je pense. Je sais pas. Moi, j'ai besoin de le voir dans des bonnes conditions. Parce que je pense que chaque moment est important dans une histoire. Et que c'est pour ça que j'ai du mal à le couper, que j'ai du mal à... Ouais, il faut que je perçoive ce truc-là de la manière dont le type ou la nana qui l'a fait veut me le raconter. Ça, c'est parce que toi, je pense que tu as conscience et tu mets un point d'honneur à ce que la forme soit aussi bonne que le fond, et du coup, tu as envie...
Je pense que c'est comme ça que t'aimerais que les gens consomment un film ou une série. La tienne peut-être et d'autres, donc t'as pas envie de rater, comme tu dis, le timing sur une musique, t'as pas envie de rater... Ouais, mais à la fois, de la même manière, quand moi je viens faire un coaching avec toi, si au bout d'un moment je m'arrête et que je me mets à bouffer... Tu tailles souvent sur la musique, quand même, par contre. On est quand même d'accord Parce que t'es quand même très dur avec moi sur la musique. Parce que t'es un aventurier du genre. Tu vas dans des endroits inexplorés parfois. Non, mais tu me sanctionnes plus que tu ne me félicites quand même. Mais si moi je fais une séance avec toi et puis que d'un coup je passe un coup de téléphone, ça va te saouler. Ça va me péter les couilles. Ouais. Si jamais je m'arrête et que je me fais un sandwich au pâté et que je prends le temps de le bouffer et de bouffer un coca et qu'après je fais... Chaque fois que je fais une traction, tu vas dire, mec, au bout d'un moment ou tu le fais pas. C'est pareil en fait. Au moins un coca zéro, parce que coca ça craint quand même pendant une séance. Mais tu vois, c'est exactement la même chose pour moi. En fait, c'est que toi, quand tu fais ton travail et pour que tu le fasses bien comme tu le fais, c'est que tu gères ça, c'est que tu prends en main ce moment parce que c'est ton domaine, ta spécialité. Et en fait, je pense que c'est hyper important aussi. Pareil, moi, j'ai un rapport à la bouffe et à l'art que ça représente. Mais quand tu vas dans un restaurant, les grands restaurants, ils travaillent la lumière, ils travaillent le toucher du tissu que tu pousses quand tu rentres dans le restaurant, le toucher de la moquette. Et je vais mettre un rideau en velours alors peut-être à l'entrée de la salle, non? Pense-y, après ça dépend stylé, ce que tu veux exprimer, ça peut être mal une autre perçu. chose. Ouais. Mais je pense que ça fait partie de l'ensemble, tu vois, et que quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on a envie de le faire bien et qu'on a envie que ça soit respecté par ceux qui le reçoivent. Voilà. Donc oui, moi j'ai ce rapport-là aux histoires. Et j'ai... T'as 36 ans là, c'est ça? Ouais. J'ai bossé, hein. Ça fait combien de temps que... Mais j'en fais genre... Que t'aimes raconter 28, des histoires. On est d'accord, j'en fais 28 Ça en et demi. fait 31, je dirais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu... C'est quand ton premier souvenir de... Je raconte une histoire sur un cahier, peut-être un cahier de brouillon, un truc, mais... À quel moment où t'as senti une vocation? Je pense que mes premiers souvenirs, c'est que... Mes premiers souvenirs, c'est... en fait, dans le même lignée que je regardais beaucoup de films et de séries, parce que j'avais des parents qui travaillaient beaucoup et qui n'étaient pas là et qui partaient pendant des mois en tournée. J'avais tendance dans ma chambre, j'avais un tapis blanc et je le remplissais par contre, c'était vraiment délimité. Je sais pas pourquoi, mais c'était assez grand. Et je le remplissais de Lego. Et c'était des aventures sur le très long terme. C'était un monde dans lequel on naviguait. Voilà. Donc il y avait des règles, c'était comme un monde dans lequel on rentrait et puis on jouait avec des trucs, on faisait évoluer les choses. Tu dis on, mais c'est toi tout seul. Ouais. Et ça, c'était, je pense, ma première manière de raconter des choses avec des choses que je pouvais tenir et placer et déplacer. Et puis après, très très vite, j'ai eu un caméscope et j'ai filmé mes copains. Mes premiers courts-métrages, je devais avoir 13-14 ans. Et je me souviens, je demandais à ma mère de faire à manger pour faire la cantine pour mes copains que je faisais venir et tout ça. Et c'était très ritualisé. Puis après, j'ai commencé à faire... Enfin, ça s'est concrétisé après quand j'ai commencé à avoir un ordinateur avec un logiciel de montage. Ça, c'était quand c'était ma année de lycée. Parce que j'ai fait une option cinéma lourde. Enfin, j'ai eu un bac art, L-art. Okay. Option cinéma, option lourde cinéma. Coef 7, ça fait du bien pour le bac. T'as eu quelle note? 19. Et au lycée, je devais faire un court-métrage par an au programme et j'en faisais 3, 4, 5. Avec mes copains, pareil. Et pareil, même principe. Et je suis même allé jusqu'à... on avait une maison dans les Cévennes avec ma famille. Et j'ai pareil, j'emmenais des copains. Tu pétais tout le monde à l'amende déjà, je pense, au lycée. T'étais le boss de fin de la classe, quoi. Non. Non? Non, moi, quand j'étais petit, j'avais du mal à m'exprimer. J'étais bègue. J'étais bègue comme dans les films, en fait. Qui peut pas parler. Et aujourd'hui, mon métier, c'est de m'exprimer. C'est de raconter des choses aux gens. Mais c'est un chemin, un long chemin. Donc, en fait, j'ai toujours trouvé des moyens autres que la parole pour m'exprimer. Donc, j'ai jamais, je sais pas comment dire, au lycée, quand t'es bègue, quand tu t'intéresses au ciné, aux caméras, au machin, t'es pas populaire, t'es pas un truc.
J'ai jamais été rejeté par qui que ce soit. J'ai toujours eu une bande de copains. C'était souvent les mecs qui faisaient des blagues très drôles, mais pas très forts, mes copains. Ils faisaient des blagues sur toi? Non, non, entre nous, on est... Beg, Non, 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 non. Non. Non, non. Ça, non. Ça, non, parce que justement, j'ai quand même toujours eu tendance à me rapprocher des gens gentils. Parce que j'ai toujours cru en ça. Mais je sais pas, j'avais ce truc de vouloir m'exprimer autrement que par la parole. Toujours, toujours, toujours. Et ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, je me prépare à monter seul sur scène pour la première fois de ma vie, alors que jamais j'aurais imaginé faire ça, parce que j'aime trop les équipes. J'adore travailler en équipe, j'adore construire des choses en équipe. J'adore en fait quand on agrège des talents autour d'un projet et que chacun amène ce qu'il est. Et moi, mon métier, c'est de prendre le talent de chacun et de tous les mettre à un endroit pour qu'ils puissent tous s'exprimer et qu'on fasse avancer une machine et faire grossir un truc tous ensemble. Ça, c'est ce qui me passionne le plus dans mon métier. Et là, je m'exprime seul et c'est un enjeu incroyable pour moi. C'est comme si c'était la finalité. C'est comme si là, donc j'ai 36, donc je me rapproche quand même d'un certain âge dans ma vie, un âge un peu symbolique. Et il m'aura fallu tout ce temps-là pour arriver à m'exprimer. C'est-à-dire, je pouvais pas parler physiquement. Et l'année de mes 37, 38, 39, 40, au final, maintenant, je vais arriver à parler seul sur scène. Je vais pouvoir prendre la parole pour la première fois de ma vie, symboliquement. Et c'est même pas moi qui en ai eu l'idée. C'est un ami à moi qui est producteur et... Mais attends, je te coupe parce que je veux qu'on revienne sur ça, mais je voudrais qu'on parle avant de... Enfin, du coup, c'est lié, mais parce que tu as aussi une carrière d'acteur au ciné un peu. Ouais. Et du coup, tu dis que c'est la première fois que tu vas prendre la parole. C'est le côté sans filet qui te fait dire que quand tu es comédien et que tu as une scène où tu as même un long monologue ou tu as des longues phrases à faire, tu considères pas que c'est prendre la parole et que c'est s'assumer en tant que... Moi, je suis pas de ces acteurs-là au cinéma, puis surtout, moi, j'ai toujours fait l'acteur comme un loisir. J'adore faire l'acteur, mais je suis pas assez acteur socialement, en fait, pour jouer ce jeu-là. Moi, j'ai trop peur, en fait, d'attendre que mon téléphone sonne, tout ça. Les acteurs, leur vie, c'est d'inspirer des gens et qu'on pense à eux pour des rôles et qu'on les appelle et tout. Et moi, cette attente-là et le fait de ne pas avoir la maîtrise sur mon avenir à ce point-là me terrifie. Donc c'est pour ça, en fait, que je passe le plus clair de mon temps à réaliser ou à écrire. Jouer, c'est comme si c'était un bonus. Une fois de temps en temps, je joue. Une fois parce qu'on m'appelle, une fois parce que je passe un casting pour une scène qui me fait mourir de rire et donc j'y vais et ça se passe bien. Une fois parce que c'est un pote qui m'appelle. Mais je ne joue plus ce jeu-là, en fait. Parce que réaliser aujourd'hui, ce qui me prend vraiment le plus de temps, c'est concevoir un objet, le réfléchir, le construire et puis le fignoler après derrière et le donner à une plateforme, à ça, c'est ton une chaîne de télé. Numéro 1. Je sais pas. C'est pas l'écriture. Si c'est pareil, et c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais tu réalises là, t'as réalisé Mortel donc pour Netflix, des épisodes, mais que t'as pas écrit. Non. Mais c'est un plaisir aussi. Et là, j'ai créé une série que je vais réaliser dans 6 mois, où je reprends, voilà, comme je fais sur HeroCorp. En fait, il n'y a pas de règle, mais c'est juste que écrire, oui, réaliser, c'est fabriquer un truc. Et les acteurs, moi, j'admire beaucoup les comédiens parce que ils ont cette capacité à attendre qu'on ait envie d'eux. Et c'est très abstrait, en fait. Moi, j'ai grandi avec des parents, parfois, ils passaient 6 mois sans bosser. Avec le moral qui chute, avec... tu vois, le matin, il se lève, il fait la gueule, il est pas bien, machin, un truc, qu'est-ce qui se passe, il bosse pas, et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu fais waouh! Et en fait, je voyais des gens qui étaient malheureux de se dire, et en fait, quand t'es enfant, tu te dis, mais en fait, il est malheureux parce qu'on pense pas à lui. C'est une violence. Du coup, ça a contribué au fait que t'es pas ambitionné spécialement de devenir un grand comédien, comme on peut l'appeler vulgairement. Je sais pas, mais après, il y a aussi... Ou tu l'as eu, ça, à un moment. Et tu t'es dit, en voyant le mal que ça pouvait te faire... Non, je me suis jamais dit, je vais me lancer là-dedans. Je me suis jamais dit, ça va être que ça ma vie. Parce que c'est pas possible. En fait, je prends énormément de plaisir à jouer, à être dans la recherche du jeu et de la vérité de ce qu'on raconte.
quand on est acteur, voilà, de faire vivre un personnage, de faire croire en des situations, en des enjeux, en des rapports entre des gens. Je trouve ça passionnant, en fait. Mais le côté violent, il est trop violent pour moi, de ce métier. Donc, en fait, je le fais en plus de tout, et ça m'amuse énormément. Et demain, il y a un top réal qui pense à toi pour un rôle. Bien sûr. T'acceptes. Bien sûr. Si le scénar te plaît, évidemment. Bien que sûr. Le réal te botte. Évidemment. Mais là, c'est aussi pour ça que... Mais, enfin... Là, je m'engage dans... Après, je fais beaucoup de scènes, beaucoup d'impro aussi. Je fais beaucoup de théâtre au début. Enfin, et là, je m'engage dans un nouveau projet où je suis seul pendant 1h15 sur scène à parler tout seul, à débiter 40 pages de texte. C'est encore... c'est plus flippant que l'impro, du coup, parce qu'on va y venir aussi. C'est autre chose, ouais. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est... pour moi, c'est très symbolique de faire ça, en tout cas, aujourd'hui. Parce que... tenir ce plateau, et puis surtout assumer de se dire, voilà, bon... Dans mon parcours, c'est aussi important de me dire, bah voilà, maintenant, je suis plus dans une distribution... caché derrière un projet, machin. Non, je suis seul et j'assume de me dire, bon, bah, les gens vont-ils payer un billet pour venir me voir, moi, sur scène? Et c'est ça aussi, c'est une grande problématique de ma vie. De me dire, est-ce que je peux faire ça? Bah, au final, avec ce projet-là, je peux le faire, oui. Et c'est le moment, j'aurais jamais osé il y a quelques années, mais là, c'est le moment pour le faire. Et cette problématique, elle est, tu penses qu'elle est liée à ton nom, qui est assez... lourd, ou enfin en tout cas qui... Non, elle est liée à ce que j'ai pu en faire moi, en fait. Je pense que tous les fantômes qui nous habitent sont des fantômes concrets. Et qu'on se met soi-même dans une cellule, dans sa propre prison, en fait. C'est... Donc c'est pas... Ce défi, tu le fais... je pense, parce que c'est un défi qui te plaît, qui t'inspire et que tu vas interpréter. Mais tu le fais pas en te disant je prouve à mon demi-frère ou je prouve à mon père, regarde moi aussi, regarde quoi. Regarde, ça cartonne, regarde ce que je fais. Non, parce que ça serait triste. En fait, si je devais prouver à ma famille que je suis légitime, ça serait... Dans ce domaine, encore une fois, parce que dans le domaine d'écrire et de raconter des histoires, ça je pense que... Non, mais ça serait d'une tristesse infinie. Ouais. Et surtout, si moi j'accepte de voir la vie comme ça veut dire que moi, j'ai pas réglé certaines choses. Parce que ça serait pas juste, en fait. Et puis surtout, si moi, en tant que artiste, si jamais je faisais quelque chose pour prouver quelque chose à d'autres gens, ça serait pas respectueux pour le public non plus. Je vais pas aller... s'il fallait que je règle des problèmes dans mon intimité, j'irais les régler dans mon intimité, en fait. J'irais pas prendre les gens en otage... mais tu l'as dit juste avant, c'est que ce qu'on accomplit dans notre vie professionnelle contribue à régler des problèmes qu'on a... Enfin, on pourrait parler du sport aussi, je sais pas si on peut en parler maintenant parce que c'est une grosse digression, mais j'aimerais déjà que tu racontes dans tes mots la manière dont on a repris le sport, parce que du coup on avait commencé une fois. Ouais. J'avais fait un malaise vagal. Je crois que t'avais pas kiffé, t'avais fait un malaise vagal. Après des burpees, ouais. Alors peut-être que moi j'avais une manière peut-être plus agressive de coacher, ou en tout cas que j'avais pas peut-être mis assez d'eau dans mon vin, parce que c'est ce que j'en ai conclu. Quand tu fais une séance avec un client qui te rappelle plus jamais, bon ça veut dire t'as pas été bon. Une séance ou 4 ou 5, je sais plus ce qu'on avait fait. Après on s'est perdu de vue pendant 3-4 ans, je crois. Ouais. Et tu te souviens un peu du moment où on a acté qu'on reprenait? Ouais, moi je me souviens très bien en fait. Moi je me souviens, moi j'étais allé au cinéma, je sortais de Rock'n'Roll. Ouais, Guillaume Canet. Tu te sortais de quoi? Peut-être un navet. C'est ça que t'attendais que je te dise à mon avis? Un truc avec The Rock, mais en même temps, attends, je suis fan de The Rock. Faut coller à ce qu'on voit. Oui, moi le sport... Mais le sport, en tout cas, avec toi, ça a été... Attends, je ferme la parenthèse. Enfin, je l'ouvre et je la ferme. Le seul film qu'on allait voir... Ah non, c'est pas le seul, on en a vu 2. Qu'on a vu ensemble, le dernier, c'est un film avec The Rock. Il était bien en plus. C'était le spin-off de Fast and Furious. Ouais. Voilà. Donc tu me critiques, mais le seul film... Mais j'adore le deuxième film qu'on a vu ensemble, c'est un film avec The Rock. J'adore The Rock, et j'ai même dit dans une interview un jour que j'adorerais dormir sur le pec de The Rock. Faire une sieste. Je pense que c'est la définition d'un truc de rassurant. Tu crois? Plus que du pain de Harris moelleux
Non. Ouais. Dormir sur le pec de The Rock, il peut rien t'arriver. C'est un truc à cocher dans ta vie. Ok. Bah non, mais le sport, ça a été... Attends, au ciné, donc tu sortais de Guillaume Canet. Oui. Parce qu'il y avait un sens caché un peu à avoir vu ce film, tu m'avais dit. Tu me l'avais dit dans le couloir quand on s'est croisés. Bah oui, ceux qui ont vu ce film, ça parle de comment lui se voit vieillir ou pas, comment est-ce que lui se prend en main ou pas, pour des bonnes raisons ou pas. C'est une grosse remise en question de Guillaume Canet que je trouve pas trop drôle. Et moi, j'ai adoré ce film que j'ai vu plusieurs fois. Et mais c'est sûr que moi, ça correspondait à une époque de ma vie un peu de transition où il m'est arrivé un sale truc sur mon tournage d'HeroCorp 5, c'est que j'ai failli mourir. J'ai eu un gros problème de santé. Ça s'est joué à vraiment quelques heures. Problème de bide, hein. Ouais. Et en fait, sortir de ça, ça a été ça, plus une période de ma vie où tout changeait, où tout... Ça a été on en traverse tous, hein. Mais c'était un moment dans ma vie où je suis allé flirter avec l'espèce de... où tu vois que tu chutes, puis t'as pas la main. Et tu descends, puis tu te dis, putain, je descends. Alors t'essayes de nager, puis tu t'épuises, puis tu t'étouffes, et puis au bout d'un moment, tu lâches, et puis tu te rends compte que au fond, il y a un fond, quoi, et puis que tu remontes. Et que c'est ça, je pense aussi. L'existence, c'est vraiment un des moments où tu montes, des moments où tu descends, et puis il faut pas avoir peur de ça, et puis se dire que ça va pas être constant tout le temps. T'as beau te créer toutes les défenses ou tous les rituels que tu veux, ou avoir une préparation mentale pour te dire que machin, bah non, en fait, il y a des moments où tu montes, des moments où tu descends, et en fait, si tu l'acceptes, et si tu acceptes ce que tu es, ben finalement, je pense que ça te permet déjà de vivre plus sereinement, on va dire. Et moi, c'était, on va dire, un moment de transition le plus compliqué. Et le sport correspond à ça, où j'avais 20 kilos en plus de maintenant. Et où on s'était vu avant, donc tout a un sens, parce que on s'est rencontrés par Alban, à une époque où moi je me disais faire du sport et tout, mais en fait c'était pas une nécessité, c'était juste faire du sport pour faire du sport. Et puis au final, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, bah non, là il y a quelque chose qui se met devant moi, là. Alors que t'avais ce poids, t'avais le même poids en plus que la première fois qu'on s'est vu ou pas? Je me souviens plus. Non, ça devait être... Non. Un peu moins? Non, c'était moins. Mais là, c'était vraiment, ouais, c'est un moment où tu te dis, il faut démarrer un autre chapitre de ma vie, tu vois. Et j'ai accepté ça. Et le sport, ça a été avec toi, accompagné par toi, une manière de se rencontrer différemment, de faire face à ses limites, de se dire qu'une limite, c'est souvent qu'une limite, en fait. C'est un truc qui existe, qu'on pose là, et voilà. Et en fait, comme découvrir qu'au fond, il y a un fond, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a fait grandir sur plein de choses, et aujourd'hui, j'arrive pas à dissocier le sport de ça, encore. C'est mon travail de maintenant. C'est-à-dire que j'arrive plus à me dire, je vais faire une petite séance comme ça pour m'essouffler un peu, pour avoir de la bonne forme, avoir du gainage, pour avoir du maintien quand je marche ou quand je machin, ou la vie de tous les jours. Ça reste associé à... J'ai cru que c'était que pour la boxe, ça. Parce qu'on Non, a non, utilisé pendant longtemps comme vraiment l'exutoire quand t'avais beaucoup de colère. Ouais. Tu me disais, vas-y, on finit par du sac parce qu'il y a plein de choses à évacuer. Il y a une fois où je me souviens, tu m'as dit, mais c'était après la période d'eau trouble très prononcée, tu m'as dit, je crois que j'ai kiffé de taper dans le sac sans animosité, sans avoir besoin de faire mal au sac, quoi. Juste, bien sûr. Je donne des coups, c'est cool, quoi, tu vois. Bien sûr. Bah, vider le réservoir, parce que des fois, on accumule des énergies dont on ne sait pas quoi faire, et c'est bien de les vider, comme on vide une batterie, quoi. C'est bien de décharger complètement pour se recharger plus sereinement. Mais le sport, ça a été pour moi une manière de dédramatiser l'esprit, de dire un corps ça s'entraîne, un corps ça évolue, un corps ça peut se réassainir aussi, c'est-à-dire enlever ce dont on n'a pas besoin, enlever ce qui fait qu'on n'est pas bien. Alors la définition de on n'est pas bien, chacun a la sienne en fait, il n'y a pas de corps juste, mais chacun a sa propre vision de ça. En tout cas, moi, je sais que j'avais besoin de me débarrasser de plein de choses.
à travers le sport, donc concrètement et puis aussi psychologiquement. Et c'est vrai que je sais pas, moi qui suis beaucoup dans la réflexion tout le temps et dans un cerveau qui est très en boucle. Par exemple, je sais que faire de la boxe, quand on faisait de la boxe au début, ça allait, et puis plus on en faisait, moins t'étais sympa, et en gros, plus tu m'en mettais quand même un peu. Et je me suis dit, c'est le seul moment de ma vie où je peux être concentré à 100% sur ce que je fais. Parce que si je suis pas concentré, je m'en prends une. Et c'est un moment aussi où j'ai découvert que en étant surprésent sur le moment, on pouvait développer un instinct qui pour moi n'était que psychologique. L'instinct de se dire, est-ce que ce choix est bon pour moi? Est-ce que je sens cette personne-là? Est-ce que je sens qu'il faut que je fasse ça ou pas? Une autre forme d'instinct qui est de dire, si vraiment je me concentre sur là où on est en ce moment et tout, je peux anticiper son mouvement et l'éviter. Et ça, je sais que c'est pareil, ça m'a rassuré de me dire qu'il y avait une activité qui pouvait développer d'autres choses chez moi, d'autres sens, et qui me permettait d'être complètement dévoué au présent. Et ça a été hyper important pour moi. En plus de tout le reste, parce que tu m'as fait courir. Mais il y a un moment où tu venais, je pense, enfin tu me diras si c'est pas vrai, mais tu venais pas par plaisir de faire du sport ou de l'exercice physique, tu venais, j'étais un peu la personnification du truc sur lequel t'as envie de taper comme un con, parce que t'as des nerfs à passer, quoi, un peu. Tu disais, c'est une heure où je viens, pendant longtemps, les premières fois, t'étais dark, tu vois, je te le disais, parce que comme tu le dis, et je pense que les gens ils le comprennent, t'es vrai dans tout ce que tu fais, donc tu dissocies rien quand tu crées du contenu, quand tu fais du sport, tu le fais avec ton mood du moment, quoi. Et quand tu venais avec ton mood dark, moi je te disais que je le ressentais. Je te le disais pas sur le moment, je te l'ai dit quand ça a commencé à aller mieux. Je t'ai dit, en fait, je découvre un autre Simon. Comme si le nuage s'était dissipé et je voyais un bout de soleil, quoi, tu vois. Mais parce que je me suis laissé, enfin, je sais pas, c'est un moment de ma vie où je me suis laissé aller jusque-là. Et en fait, mine de rien, ça m'a vachement aidé. Enfin, l'image, c'est vraiment, c'est la chute, quoi. C'est au bout d'un moment, quand tu tombes dans un précipice, tu peux vraiment t'accrocher au bord et t'arracher les ongles et souffrir et saigner. Et je pense que ça fait plus mal de s'accrocher au bord en ayant peur de tomber que de tomber au final. Et j'ai l'impression que c'est me confronter aux limites et aux fantômes, à ces fameux fantômes en fait. Je pense que c'est avoir une perception de se laisser être poussé dans ces extrêmes au moment où on est par terre, où on n'est pas bien, de l'accepter, de vivre avec et de dire je suis constitué de 2 millions de parties qui sont toutes par terre et désassemblées. Et ben, je l'assume et je vais repartir de zéro et je vais tout remonter ensemble. Voilà. Et je vais tout reboulonner, tout serrer, bien comme il faut et tout, pour retenir debout. Et en fait, ça fait très très peur de se dire, quand on pense que ça va bien, qu'il y a juste une partie qui est tombée en morceaux et on essaye de la raccrocher et machin. Mais je pense que moi, j'ai vécu longtemps comme ça en me disant tiens, il y a un pansement et hop, ça repart, quoi. Et en fait, non. Je pense que c'est important de se dire que non, en fait, quand ça va pas, ça va pas. Et il n'y a pas à juger ça. Non. Et c'est il n'y a pas à le juger, mais beaucoup de gens ont peur de ce jugement, justement, d'avouer, de s'avouer, déjà ça fait mal, de s'avouer des choses, et de l'avouer à son entourage que ça va pas, de le reconnaître. Parce que je pense que ça fait très peur de se dire, et qu'est-ce que ça va me faire en fait? Si on a tous nos histoires, on a tous vécu des trucs un peu traumatisants, enfin tous peut-être pas d'ailleurs, je sais pas. Moi, à plus ou moins grande échelle, c'est un peu vénère, moi, et que tu traînes et tu mets des tapis dessus et puis des couches de tapis, puis au bout d'un moment tu te dis putain, mais il y a un monstre en fait sous le tapis. Et puis non, le monstre, t'enlèves, tu regardes, il y a un truc qui a pourri, c'est une partie de toi,
Tu laves, tu désinfectes, tu machin, puis tu leur montes sur toi, ou alors tu le laisses partir, c'est une partie qui doit partir, mais je sais pas, c'est vivre avec toutes ces parties de soi, c'est accepter ce qu'on est, accepter ses démons, accepter ses faiblesses, les voir en face, dire ça je sais pas faire. Et à la rigueur, au final, est-ce que c'est pas ça qui fait que t'es Simon Astier, le mec qui raconte, comme tu dis, comme t'aimes souvent le dire, des histoires? Parce que est-ce que tu raconterais les mêmes histoires si t'avais eu moins de monstres sous le tapis, si la pile de tapis avait été moins haute? J'en sais rien. J'en sais rien. J'essaye de me dire que j'ai pas envie de m'inventer à moi-même une légende en me disant regarde comment on sublime ce qui se passe. J'ai tendance à tout considérer comme étant une énergie, comme si mais pas une énergie dans le sens mystique du terme, une énergie comme un truc comme ça qui bouge, et en fait c'est négatif, c'est positif, mais ça reste quelque chose qui bouge en fait. Donc où elle te tire vers le bas si c'est dirigé vers le haut, mais si tu le retournes, elle te pousse vers le haut. Et en fait c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est que on est traversé par plein de choses, mais si on arrive à sublimer tout ce qui nous arrive, ça peut être un propulseur vers le haut toujours. Et c'est pas non plus une nécessité d'être tout le temps vers le haut. Il y a même, j'ai souvent lu ou entendu que des artistes n'étaient jamais aussi bons que quand ils étaient mélancoliques ou tristes ou dans un état second lié à des drogues, à de l'alcool, à des choses. Toi, tu te sens bon quand t'es triste, quand t'es mélancolique, ou t'écris pas quand t'es comme ça? Moi, quand je travaille avec des jeunes gens, souvent ils me posent des questions là-dessus et jusqu'où faut pousser le truc. Et si on joue une scène où on est bourré, est-ce qu'il faut qu'on soit vraiment bourré? Moi, j'ai joué une scène dans un film où j'étais avec d'autres gens de mon âge et on devait jouer des mecs bourrés. Ils ont tous bu. Ils ont fini à gerber dans l'herbe et à pas pouvoir finir leur truc. Moi, j'ai une espèce de truc, c'est que quand j'étais plus jeune, j'écrivais le soir, la nuit. Je clopais beaucoup. Je bouffais n'importe quoi et je me voyais être un artiste, à être le soir avec ma clope, à écrire mes scénars et tout, à me coucher à 6 du. Tu cultivais l'image que tu te faisais de l'artiste, quoi. Non, je me voyais juste. Je me regardais un peu, oh là là, regarde. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des soucis d'adulte, des choses à gérer d'adulte, un réveil le matin pour emmener mon gamin à l'école, je me suis mis à écrire à 8h du matin. Et j'ai écrit des choses mieux, plus profondes. J'ai eu une hygiène de vie, ce qui m'a permis de pouvoir développer plus de techniques dans ce que je faisais. Parce que je suis plus résistant, j'ai élargi en tout cas. Et en fait, plus j'ai comblé les béances pour y mettre de la lumière et rééclairer un peu tout ça et tout, ben plus j'ai progressé dans ce que je faisais. En fait... Donc être torturé fait pas de toi quelqu'un d'inspiré, quoi. Surtout que je ne cherche pas à me guérir de mes trucs à moi en faisant ce que je fais, parce que je trouve que c'est, là pour le coup, je n'assumerais pas d'être cette exposition de l'intimité à ce point-là. Mais je pense que j'apprends beaucoup plus de la sublimation, ou de la compréhension, ou du fait de grandir, ou de mûrir, ou d'évoluer, en partant de situations compliquées à gérer. Je pense que ça nourrit plus ce que je fais que la souffrance, ou que la frustration, ou que tout ce qui est négatif comme sentiment. Au contraire, c'est l'inverse. C'est d'en sortir qui me permet d'être, je pense, meilleur dans ce que je fais. Du coup, les moments où tu étais vraiment au fond du trou, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas des moments où tu as produit des choses. Ou alors pas intéressantes. T'as rien écrit. Ou alors vraiment pas du tout intéressantes. Au contraire. Je pense que quand on se dit machin, j'étais là où je vraiment pensais que j'allais crever et tout ça, et machin, et truc, et à l'hosto, et machin. Et après, je dis ça, mais alors qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent ça et qui vivent pire que ça. Donc, enfin, je suis pas en train de... J'ai juste que moi, dans mon monde à moi, de frôler la mort à ce point-là, en plus de la peur que j'avais de la mort à l'époque, c'était pour moi faire face à mon plus gros démon, tu vois. Eh ben, c'est pas d'être allé là-bas qui me rend plus fort dans ce que je fais. C'est d'être revenu, en fait. C'est le chemin qui m'a ramené vers maintenant.
J'ai dit, waouh, c'est incroyable. C'est pas la descente, c'est le retour. Je pense que je me nourris plus de la lumière que de l'ombre, mais clairement, c'est beaucoup plus inspirant. Parce que c'est cool de l'entendre, parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est redondant des artistes, que ce soit de la musique, que ce soit de... Enfin, tout à l'heure, on parlait d'un artiste que je citerai pas, mais qui, je sais, écrit la majeure partie de ses chansons dans un état de tristesse, de détresse, de choses comme ça. Et t'as l'impression que ça fait d'eux des gens... Mais chacun sa recette. Mais surtout, en plus, je suis sûr qu'il y a des choses qui nous ont bouleversés, qui ont été écrites sur un coin de table avec beaucoup de cynisme en disant « Tiens, tu vas voir, on va écrire ça, ça va marcher ». Il y a des choses qui nous ont bouleversés encore plus et qui ont été écrites sous crack ou sous LSD ou tu vois, ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça que, pour faire un rappel de ce qu'on disait au début, que moi, je m'en fous de la vie des gens. Mais c'est vrai que dans mon parcours à moi, je ne peux pas me nourrir de l'ombre, parce que l'ombre, elle me sert à rien. Elle me donne juste un challenge personnel. Mais après, je suis sûr qu'il y a... Et puis chacun... Un auteur, je sais pas, ça m'évoque du coup Heath Ledger, tu vois, qui a incarné le Joker, et qui, de ce qu'on en a dit en tout cas, parce qu'au final, personne, je pense, on connaît saura le fin mot, jamais, mais on saura jamais que c'est passé. a priori, il s'est auto-détruit en voulant être le Joker dans sa vraie vie, tellement il a pris à cœur son personnage, à devenir cinglé, à s'enfermer, à se cloîtrer, à teaser, à tout. On sait pas, moi je pense que tous les artistes qui sont partis jeunes, je pense que c'est pas un rôle ou c'est pas un truc, c'est un mal-être, je pense, malheureusement. Ou... Donc là, il y avait autre chose avant, sans doute, tu penses? Je sais pas, après, voilà, Est-ce que ça contribue, d'un point de vue purement spectateur, tu penses à la qualité de sa presta, à la qualité de ce film-là, en l'occurrence Je sais pas, on pourra jamais savoir. C'est juste un acteur merveilleux, et c'est terrifiant de tristesse de se dire qu'il est parti aussi jeune. Mais tout le monde peut incarner ce genre de rôle, tu penses? Où il faut déjà avoir une case en moins, avoir une plaie ouverte, béante. Je connais des acteurs brillants qui sont des ordures, et je connais des acteurs brillants qui sont des gens apaisés et gentils et empathiques. Mais qui seraient capables de jouer des mecs de cet acabit-là. Et qui sont tout aussi brillants que les autres, les ordures. Et puis surtout, on parle de quelque chose où la subjectivité est au cœur, en fait. Une prestation va te toucher toi et pas moi, et inversement. En théorie, quand c'est reconnu comme un Oscar du meilleur acteur, on sort de la subjectivité, on rentre dans l'objectivité. Oui et non, parce qu'au final, il y a des trucs moi que j'ai adoré, que tu as détesté, et il y a des trucs qui ont été vus par 12 millions de Français et qui sont Tu vois, par exemple, sur quel prétexte on pourrait dire que la presta de Joaquin Phoenix, elle est moins bonne que celle de Heath Ledger, tu vois? C'est ce qui s'est dit d'un point de vue mondial, tu vois? C'est incomparable. Mais c'est comme quand... C'est même... Parce que là, c'est très subjectif, parce que c'est des acteurs, mais quand tu prends aujourd'hui la comparaison entre LeBron James et Michael Jordan, toutes les interviews de Jordan... Tu me spoil les questions, les sujets dont je voulais te parler, quoi. Tout ce que dit Jordan aujourd'hui, c'est de dire, en fait, c'est de la matière à discussion pour les journalistes et pour la ligue et pour faire de la pub et pour alimenter du storytelling. Il dit moi, quand j'ai commencé, la référence, c'était Dr. J. Aujourd'hui, la référence, c'est moi. Donc, on les compare à moi et inversement. Mais au final, rien n'est comparable. Rien n'est comparable, en fait. Même là, avec des chiffres, avec des trucs, c'est juste des gens qui sont très différents. Les chiffres font qu'on sort un peu de l'ordre de la subjectivité, quand même, normalement. Pas forcément. L'aspect mathématique rationalise de fait les choses, en théorie. Ben, bizarrement, non. Parce que tu prends un mec comme... Alors ça, c'est vraiment les connaisseurs. Tu prends un mec comme Robert Horry, par exemple, qui est un joueur de basket, qui est un mec qui faisait des saisons un peu moyennes, mais c'est un mec qui était connu pour avoir des tirs ultra clutch en match ultra décisif de playoff. Et donc, en gros, chez les Spurs, chez les Lakers, on lui doit pas des titres à lui sur son apport à l'équipe en saison et en playoff, mais il a été un acteur de premier plan sur quelques shoots comme ça marquants. Alors du coup, est-ce que ça fait de lui un des plus grands joueurs de tous les temps? Parce que je pense qu'il a plus de titres que Michael Jordan, de mémoire.
Il avait un peu le rôle de Pippen, non? Ah non, moins que ça. Non, moins. Moins que ça. Mais ça fait partie du mec où dans la saison régulière, il fait des matchs à 4 points. Il fait de bons matchs aussi, hein. Mais en play-off, quand il reste 4 secondes, c'est à lui qui file la balle et il le met le 3 points. Tu vois? Alors, il a 7 ou 8 titres, je crois, je sais plus, j'espère que je dis pas de conneries. En tout cas, il a beaucoup de titres. Est-ce qu'on peut dire que comme il a plus de titres, il est meilleur que Jordan? Ou est-ce qu'il est, tu vois, ou est-ce que c'est... Bah, en fait, non. C'est juste que sa réussite, c'est ça. Son talent, c'est ça. Et en fait, le talent de Jordan, c'est d'avoir été un leader du jeu, charismatique. Mais toi, tu préfères LeBron. Tu m'as déjà dit en off que pour toi, LeBron, c'était mieux, non? Mais parce qu'il y a des choses qui me touchent chez LeBron James, parce que je les vois avec des yeux d'adulte et que je les comprends avec des yeux d'adulte et qu'il est plus contemporain à mon époque. Voilà. Moi, j'étais très jeune pour percevoir Michael Jordan profondément comme je le fais aujourd'hui. Voilà. Et puis après, j'ai pas de... Enfin... Est-ce que tu penses que Jordan, c'est un vrai gentil? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est tout le débat. C'est tout le débat. Je sais pas. Est-ce que LeBron, je pense que c'est devenu un vrai gentil, mais je pense que c'était un sacré boulard insupportable au départ. Après, comme... À la fois, le mec dit de lui qu'il est le meilleur joueur du monde, et en fait, il le devient parce qu'il le dit aussi. Tu vois, moi, j'y crois à ça. Je serais incapable de me lancer dans une carrière comme ça en disant je suis le meilleur et y arriver. Je pourrais pas, mais lui, il le dit. C'était lui de Chosen One ou c'était Carmelo Anthony? Le surnom, c'était pas Carmelo Anthony? Ou peut-être c'était aucun des deux, peut-être je me trompe. De Chosen One, je crois qu'il l'a tatoué sur son dos ou sa poitrine, je sais plus, LeBron, de mémoire. Ouais. Je sais pas si vous étiez au courant que Simon était calé comme ça en NBA, mais en tout cas, tu l'es vraiment. Je pense que c'est une de tes passions. Oui, oui. Tu reçois quand même d'ailleurs tous les ans ton exemplaire de Touquet. Ah, je reçois... Non, pardon. Touquet, c'est des partenaires, c'est des amis de longue date. Ils m'envoient tous les jours un cadeau incroyable, tous les ans, un cadeau incroyable pour la sortie du jeu, oui. Ouais. Mais j'ai jamais fait de la... C'est juste qu'un jour, on m'a dit, je faisais une émission pour Canal, et on m'a dit, c'est quoi votre jeu préféré? Je dis, c'est NBA Touquet. Et en fait, c'était pas de la promo, en fait. J'ai pas fait un truc sponsorisé. C'est juste que j'ai tellement parlé de ce jeu parce que je rigole pas avec ça, en fait. Ça me fait vraiment kiffer, rêver. T'as déjà fait un tournoi? Je crois, hein. J'ai joué contre une équipe pro mais Ouais. J'ai joué contre l'AS Monaco. Et vous aviez perdu? On a perdu de 2 points, ouais. Et t'avais pris qui? Moi, j'avais Klay Thompson dans l'équipe. Ok. Grosse gâchette des Warriors. Ok. Bon, on va fermer la parenthèse NBA. Moi, comme tu le sais, le leitmotiv initial du podcast, c'était la motivation. Du coup, ta motivation quant au sport, on l'a un peu évoqué. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui t'a motivé à consacrer 10 ans de ta vie à établir une œuvre? Alors, est-ce que c'est du coup ça? Est-ce que c'est peut-être la prétention de te dire je vais marquer l'histoire en laissant une œuvre au sens propre? Ou est-ce que t'as pas calculé et que tu t'es laissé prendre au jeu au fil des saisons de te dire je fais une saison 1, je fais une saison 2, je fais une saison 3? Est-ce qu'il y avait une ambition, une motivation réelle de te dire je vais créer un truc de fou? Ou est-ce que c'était juste l'inspi année après année qui t'a fait tenir en sachant que forcément ton travail allait être sanctionné par la subjectivité de tout le public? Moi je pense jamais. C'est une question que tu pourras poser à Alban Lenoir, qui est sur Record, qui est mon frère de cœur avec qui on a tout fait et même les pires conneries. Pas trop, on a été très sérieux. Il n'y a pas de dose. Non. Pas de dose avec des meufs. Pas de gros. Non. Les plus gros doses, c'est les prises de risque quand on rentrait en voiture et qu'on. Une petite gardave, un truc ou pas? Non. Non, rien. Non. C'est juste. Des petits doses, quoi. Mais non. C'est juste qu'on a dû faillir. Mais je pense qu'on a vraiment manqué de mourir plusieurs fois en voiture en se disant on part quand même, et on s'est pris des espèces de tornades de neige, de pluie, de machin. On a un rapport avec l'intempérie, avec Alban, qui est assez fou. On a failli se noyer un jour en scooter à Paris tellement qu'il y avait enfin bon, c'est pas pourquoi. C'est les éléments avec Alban, beaucoup. Mais c'est mon frère de cœur avec qui on s'est bâti
une force. On était une équipe sans faille au début de nos carrières et aujourd'hui, on fait des choses qui nous correspondent plus intimement à chacun et on a hâte de se retrouver sur des choses qu'on prépare là plus ou moins vite, mais en tout cas avec autant de cœur. Mais avec Alban, ça a été une grosse discussion quand on a démarré ensemble notre spectacle sur mon rapport à est-ce que ça va plaire aux gens. Tu pourras lui poser la question, ça. Parce que moi, je n'ai jamais fait des trucs pour plaire aux gens. Jamais. Et aujourd'hui, il y a des jours où encore j'ai du mal à assumer mon parcours dans ce métier parce qu'il est particulier. Tu parles pas de Christophe. Hein? Tu parles pas de Christophe. Non, parce que Christophe, pour moi, c'est... Tout le monde aujourd'hui veut se... Bon, ta coupe de cheveux dans Christophe, c'est quand même, elle est dure à assumer. Mais tout le monde veut se jouer comme dans la vie avec une petite barbe de beau gosse et machin et tout. Moi, tu me dis, tu vas jouer un moine, tu traces la tête, le crâne, et mon personnage n'avait jamais vu le monde extérieur à 30 ans. Ben, pour quelqu'un de curieux, c'est quand même, il n'y a pas plus excitant. Et ils m'ont dit en plus, est-ce que tu as une scène où il faut que tu te jettes d'une église de 12 mètres, est-ce que tu veux le faire toi, la cascade? Je fais, ouais. J'ai flippé comme de fou, mais je l'ai fait, parce que quand tu me challenges, à quel moment, grâce à mon métier, j'ai fait ça. Grâce à mon métier, j'ai tourné avec un cobra, tu vois ce que je veux dire? Un cobra royal. Je fais, bah, bien sûr que j'y vais, tu vois? À quel moment, dans un métier, on t'offre ces cadeaux-là, en fait? Et s'il faut tourner avec des guêpes, tu le fais ou pas? Ben maintenant, ouais. ouais. Parce que ça fait 5 ans que je me fais désensibiliser à mon venin de guêpe. Donc oui, je peux le faire maintenant. Okay. Mais quand même, ça reste un animal que je n'apprécie pas. Du tout. Vraiment. C'est vraiment des gros enculés, les guêpes. Mais j'ai jamais fait les choses pour plaire aux gens. Et ça a été toujours un truc, c'est de me dire... Et je pense que ça vient du moment où j'étais bègue et tout ça, c'est que... Je pars du principe que quand tu prends la parole, donc quand tu racontes une histoire, tu prends la parole. Quand tu montes sur scène, tu racontes un truc à des gens, donc tu prends la parole. Voilà. Je pense que quand on prend la parole, il faut qu'on soit... sincère. Ouais, et intègre. Dans ma définition de ce que c'est qu'être intègre, hein, si je suis pas en train de donner des leçons aux gens, c'est ce que je me fixe à moi comme objectif. Mais quand tu écris une deuxième saison ou une suite, tu es obligé d'écrire en essayant de faire plaisir aux gens, en soi. Jamais. Parce qu'il y a une attente que tu as su, qu'on t'a formulée. Mais j'ai même fait l'inverse, souvent, parce que c'était une série qui était très feuilletonnante, donc souvent, les gens me tweetaient, m'envoyaient des messages en essayant de déduire la suite et machin et tout. Et dès que les gens commençaient à déduire la suite, j'effaçais ce que j'avais écrit, si c'était ce qu'ils avaient déduit, eux, pour aller ailleurs. Parce que j'ai ce rapport-là aux histoires, en fait. Si je comprends où tu vas, tu me racontes une histoire, si je comprends où tu vas, ça m'intéresse moins. Tu vois? J'ai pas envie de... En fait, toi, en fait, on a ce rapport-là et on a ce respect l'un pour l'autre parce que dans ce que tu fais, pour moi, t'es un maître. Tu l'as mis sur Instagram, je l'avais dit à l'équipe. Ah, mais je le dirais. Ouais, je t'avoue que ça m'avait mis très mal à l'aise quand tu l'avais écrit. Mais c'est des cadeaux pour moi dans la vie de rencontrer des gens qui sont maîtres dans ce qu'ils font. Qui sont juste passionnés, je pense, comme toi, en fait. C'est ça qui donne cette impression de... Oui, mais c'est mon vocabulaire à moi. Mais en tout cas, si moi, quand je viens de voir, j'ai pas besoin de toi pour faire ce que je fais avec toi, bah, j'ai plus de voir. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que je viens de voir, tu me sors un nouveau truc où je fais « Ah, putain !» Et donc, ça me casse mes repères. C'est souvent all bâtard. C'est pas souvent, putain, c'est souvent all bâtard. Mais ça me casse mes habitudes, ça vient me chercher là où je m'y attends pas, ça me challenge sur d'autres choses. Toi, tu me connais, ce qui fait que tu m'emmènes sur des trucs et tout ça. Et en fait, c'est ça que j'aime quand je viens chez toi. Donc en fait, si moi, quand je te raconte une histoire, tu sais qu'en fait, le héros, il va faire ça et il va choisir de faire ça et il va se mettre avec tel... En fait, on s'en fout. T'as pas envie d'avoir la main là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie d'être surpris. Ouais. T'as envie de te dire « Oh putain, il m'a eu là-dessus. » Et donc, j'en étais là, même moi, à un moment donné, à me dire, je veux pas que les gens puissent déduire, en fait. Et j'ai envie de leur offrir ce niveau d'émotion qu'on ressent quand une histoire nous surprend ou nous emmène ailleurs, où on fait, waouh,
c'est incroyable ce que je viens de vivre. Et ce sentiment-là, on le vit rarement, en fait, dans sa vie. C'est souvent quand on suit des histoires ou des récits. Tu vois, tu te dis, putain, c'est incroyable ce qui se passe. C'est pas incroyable, mais c'est quand même incroyable. C'est de la narration, c'est un truc qui est réfléchi par quelqu'un. Et donc ça, moi, je crois vachement en ça. Voilà. Je pense qu'il faut pas faire les choses pour les gens. Il faut les faire... moi, je les fais sincèrement. J'essaye de parler d'un truc que je connais, donc qui m'a traversé, auquel j'ai été confronté. Une problématique je peux témoigner de cette problématique et de ce qu'elle engendre. Et à partir de là, je finis mon truc et je le file aux gens. Et après, ça m'appartient plus. Tu vois? Mais à aucun moment, je vais me dire, je vais aller toucher ça, ou gagner ça, ou machin. J'ai parlé de sujets dits de société dans HeroCorp. Et il y a des gens qui sont venus me voir, des jeunes gens qui s'affirmaient dans leur choix, dans leur truc, qui sont venus me voir en me disant merci d'avoir parlé de ça. Je fais, mais non, moi, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de trucs. Ce que tu as dit au début. Je parle de ce qui me touche, de ce qui me machin. Alors, si ça vous aide, c'est génial, mais en fait, c'est pas moi qui vous aide, c'est vous qui trouvez votre écho dans ce que vous... En fait, si moi je suis sincère avec vous, je pense que plus on est intime, plus celui qui raconte est intime et intègre dans ce qu'il raconte, plus il est universel dans la manière dont il peut toucher les gens. On va revenir plus sur ton actu du moment, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu prépares un spectacle, tu vas être seul sur scène. C'est adapté d'un livre de Fab Caro. Oui. Le discours. Oui. C'est une espèce de tombée, de voyage dans l'angoisse de ce type, pour qui prendre la parole devant les gens est un cauchemar absolu. Prendre la parole tout court est un cauchemar absolu. Et c'est comment est-ce que son monde se renverse de voir faire un discours au milieu de tout ce qu'il déteste, le mariage, tout ce que ça véhicule et tout ça. Il est à des années-lumière de tout ça et il plonge. Plus le spectacle avance, plus il plonge dans ce truc où ça devient impossible et ça devient insurmontable. Voilà. Et c'est drôle et c'est touchant, surtout aussi. Et c'est une histoire qui raconte en tout cas ce que ça raconte sur la vie, et ce que ça raconte sur l'espoir, ce que ça raconte sur... qui est très 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 proche de mes intimes convictions sur ce que c'est que le bonheur, que l'amour, et sur... Et en plus, comme c'est un type qui angoisse et que c'est pas un mélodrame, c'est très drôle. Voilà. Mais c'est plein d'espoir et c'est un voyage dans ce que peut être la panique sur du rien. Voilà. De se faire un monde de pas grand-chose. De rien. Mais sur le moment, c'est un monde, c'est insurmontable. Et je crois que de cet auteur, j'ai lu que tu avais aimé Zai Zai Zai. Ouais. C'est comme ça que je l'ai découvert, comme beaucoup de gens. Et puis après, j'ai quasiment tout lu de lui. C'est un mec qui fait la BD. Enfin, il est plus connu pour avoir fait des BD. Et il a fait 3 romans. Et c'est un type que j'admire énormément parce qu'il arrive à... Et je pense que c'est comme ça que j'ai eu les droits du discours, parce que vraiment, on était beaucoup sur le dossier. C'est que je lui ai vraiment écrit une lettre d'amour. Beaucoup à envisager sur scène, la scène, ouais, d'accord. J'étais surpris même de voir à quel point encore les gens aujourd'hui me disent « Putain, tu l'as eu, enculé et tout ». Donc oui, je l'ai eu. Je sais pas comment j'ai fait, mais je pense que c'est vraiment par cette lettre que je lui ai écrite, où en gros, j'ai dit, quand je lis vos trucs, j'ai l'impression que ça a été écrit par mon meilleur ami, en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'humour où un mec va ratisser méga large pour essayer d'emporter le plus de gens dans le panier. Au contraire, c'est un type, j'ai l'impression qu'il me connaît tellement bien qu'il me fait rire comme moi. Voilà. Il ne fait aucune concession. C'est raccord avec ce que tu disais il y a un quart d'heure, que quand tu écris quelque chose, tu l'écris pas avec une intention de rassembler. Tu l'écris parce que tu l'as en toi et advienne que pourra. Ouais. En tout cas, c'est ça que j'aime chez lui, quoi. C'est cette espèce d'identité absolue dans ce qu'il fait. Et puis, c'est drôle. C'est drôle, quoi. C'est-à-dire, si vous connaissez pas, achetez une BD de Fab Caro et vous allez rire très souvent. Ça se lit vite, c'est hyper bien. Et les romans sont formidables aussi. Et là, le spectacle, tu le connais
Bah, mon spectacle, je devais donc le jouer ce soir, pour la première fois, à Lyon. Et donc, grâce au... On a le droit encore de répéter, donc j'ai pu répéter jusqu'à vendredi dernier. Et on est prêt. Maintenant, il faut juste qu'on nous laisse jouer et on jouera. La mise en scène est Tout terminée. est fait. Tout est terminé. J'ai tout. Du décor, du costume, de la musique, de la mise en scène, j'ai tout. Et je suis prêt à jouer. La première... Enfin, c'était quand la première officielle, normalement? À Paris, c'est le 3 décembre. C'est plus le 3 décembre, du coup, logiquement. Bah, on est censé être dans cette position jusqu'au 1er, mais est-ce que vraiment... non, ça va être plus tard, je pense, ouais. Janvier, forcément. On sait pas. On sait pas du tout comment ça va... Parce que quand ça a commencé à refermer les trucs à Paris, quand ils ont fermé les restaurants et les bars, par exemple, comme au cinéma, au théâtre, t'avais un masque et qu'il y avait beaucoup de protocoles qui avaient été mis en place, on fermait pas. Donc peut-être qu'on ne sera pas les derniers à rouvrir, comme pour le premier déconfinement, je sais pas du tout. Je sais pas. T'aimerais quoi? T'aimerais que ça se joue dans des vraies conditions normales ou t'aimerais quand même pouvoir le faire dans des conditions un peu... Moi, je voudrais édulcorées jouer. En fait, ce spectacle, je voudrais le jouer parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Et en fait, je suis allé au théâtre dans la période des confinés, ouais. Avec les masques, avec les sièges sur les côtés, avec où on sort à la fin de la salle rang par rang, tout ça et tout. Et en fait, il y a une ambiance très particulière. C'est extrêmement chaleureux et extrêmement bienveillant, comme si tout le monde avait conscience de la chance qu'on a d'être là au moment où on est là. Donc ça remet encore du présent dans le présent. On est tous très heureux enfin, à chaque fois, ça a été ça. Il y avait une émotion des acteurs et des gens d'être là et de se dire on a la chance de pouvoir quand même être là, donc on va en profiter. Donc moi, je veux jouer, quel que soit, masque, pas masque, je m'en fous, je veux jouer. C'est un spectacle... En plus, ce qu'il raconte sur la vie et son message me touche profondément et j'ai envie vraiment de raconter ça aux gens. Je trouve ça joli en fait, ce que ça raconte. C'est plein d'espoir et en plus c'est marrant et en plus c'est touchant. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime faire. Et c'est un message qui est perceptible ou c'est un message où il faut creuser terriblement non. Mais c'est un message pour en saisir mais comme tous les jolis messages, ils sont perceptibles au premier degré avec ce que tu entends, ce que tu vois, et puis après, quand tu rentres chez toi, il te reste d'autres trucs qui travaillent en tâche de fond. Ou, Tu dois flipper ta race quand même de te dire, il y a un jour où ça va être ma première, tu vois les sièges. Enfin, moi, je te l'ai dit plein de fois quand tu m'as dit que tu allais faire ça, je t'ai dit, mais pour moi, c'est le graal de l'acting, d'être seul. Encore plus que du théâtre où t'es avec une troupe, quoi. T'es tout seul et il y a des gars qui attendent que tu prennes la parole, que tu formules un premier mot. Oui et non. Et hop, tu vois, je saute, ça y est. Oui et non. En fait, ça m'a terrorisé avant et en fait, en le faisant, la première fois que j'ai fait une lecture en public pour le vendre, le spectacle, je trouve ça très apaisant, en fait. Parce que t'es capitaine du bateau et t'es en solitaire, en fait. Donc, il y a un truc où aussi tout dépend de toi. Donc, ce qui m'a fait le plus peur, c'est que le texte, quand c'est ça, c'est une montagne. Et en fait, monter une montagne, c'est scientifique, en fait. Il faut prendre un rythme intelligent pour pas s'épuiser, pour quand même progresser dans ce texte, dans le parcours aussi émotionnel du personnage, tu vois, que ça soit juste, que ça soit tenu et tout. Et c'est ça, en fait, qui est... Et à chaque fois que je me suis planté en filage ou en répète, c'est quand je partais mal. Voilà. Donc ce qui me fait le plus peur, c'est ça. C'est de me dire, j'ai une montagne, il faut la monter intelligemment. C'est la masse. Mais en fait, le bonheur que c'est de pouvoir raconter cette histoire, et parce qu'elle se raconte seule, celle-là, tu vois. Non, c'est ultra excitant. Je dis pas que je vais pas ultra flipper le jour de la première, hein. Mais c'est pas flippant d'être le retranscripteur d'une œuvre existante déjà, et qui du coup, par exemple, pour quelqu'un comme moi, je vais prendre connaissance de cette œuvre certainement quand je viendrai te voir, c'est-à-dire je pense pas que je vais lire le livre avant. Du coup, moi, la seule image, la seule idée que je me ferais de l'œuvre de Fab Caro, c'est ta presta, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Mais en fait, depuis que c'est devenu... C'est un livre, hein, donc j'ai dû couper 2 tiers et puis me réapproprier des choses. En fait...
depuis que j'ai un point de vue clair, c'est-à-dire une adaptation, une mise en scène, maintenant on la traduit en musique, en décor, en costume, c'est un objet, donc c'est mon point de vue. En fait, du coup, au début, j'avais la pression parce que j'ai énormément d'admiration pour cet homme, mais une admiration sans borne. Mais maintenant que j'ai pu travailler mon point de vue, ma version de ça, c'est moins intimidant, c'est plus, ça me porte. C'est que mon travail, il est fait de ses mots à lui, et ces mots sont d'une justesse immédiate. Donc en fait, je me sens porté plus que écrasé par le poids de son talent. Qui plus est parce qu'il t'a validé, il t'a choisi, comme tu dis, parmi un casting de mecs divers et variés. Oui. Du coup, c'est comme si tu tapais dans le dos, qui te dit vas-y mon gars, ça va aller quoi. Mais au début, j'étais hyper intimidé, pareil, face à son bouquin, je vais dire qu'est-ce que je vais en faire. Mais maintenant que je sais ce que je vais en faire et que je maîtrise ce que je vais en faire, c'est beaucoup moins intimidant. Oui. Et tu t'es déjà demandé si, du coup, quelqu'un venait te voir en disant écoute, je voudrais faire une BD d'HeroCorp, enfin, qui existe déjà, mais où Simon, je suis chaud, j'ai envie de faire un film HeroCorp, mais que tu ne le fasses pas, que tu ne décides de rien, tu serais OK pour céder ses droits à quelqu'un, par exemple Non, sur HeroCorp, non, parce que HeroCorp, ça me raconte moi, en fait. Donc, personne va pouvoir raconter ça mieux que moi. Et il s'est pas dit ça, lui, tu penses, quand il a écrit sa BD? Comme tout auteur quand il écrit son livre. Mais parce que Fab Caro, je pense que... Alors, je sais pas encore, parce que moi, j'ai rien fait pour le rencontrer vraiment avant. On s'est parlé par la radio, sur France Inter, on s'est échangé quelques mots. Mais c'est pareil, comme cette meuf qui a fait cette série brillantissime, je vais le rencontrer à la première du spectacle. Ah ouais. Ouais. Où là, je vais vraiment briser ce truc-là. Parce que c'est un truc, je sais pas, c'est un truc de respect, sûrement trop, je m'en fais trop un monde. Mais... T'as pas sollicité un déj avec lui, ou il a pas sollicité ça avec toi ou... Moi, je peux pas aller là-dedans encore parce que il y a T'as tes preuves à faire. Non, c'est qu'il y a trop d'intimité. C'est trop intime. En fait, c'est son histoire. Moi, maintenant, je la transpose, je l'exprime. Donc, effectivement, je prends ces mots, j'en fais un truc à moi. Et en fait, là, il y a trop d'intime qui est lié. Le sien, le mien et tout. Et en fait, je pense que une fois que je peux lui montrer ce travail terminé que je peux assumer, là, je pense que il y aura débat à dire. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je suis dedans, pas dedans et tout? Et après... T'aimerais qu'il te fasse un retour objectif? T'aimerais qu'il te dise... Oui, j'en ai très très peur, évidemment. Mais ouais. Bien sûr. Et à la fois, peut-être qu'aussi je me pose moins la question parce que Fab Caro, il est pas acteur et il est pas metteur en scène. Donc il a pas... C'est pas comme si on lui enlevait un truc qu'il voulait faire. J'ai l'impression aussi, je pense que c'est aussi moins compliqué parce que c'est un auteur. Voilà. Ok. J'ai hâte en tout cas. Bah, moi aussi. Hein, j'ai même hâte, ça m'amène à mon sujet suivant. Enfin, je te saoule depuis des mois pour avoir une affiche du spectacle que t'as pas encore. Je sais même pas chez donc moi. Je t'en veux pas. Mais je pensais que c'était ça l'objet que t'allais m'amener aujourd'hui. Non. J'aimerais quand même que tu me le présentes si tu le veux bien et que tu le présentes même à la caméra. Ok. Donc je précise, j'ai demandé un objet un peu intime ou sur lequel tu peux expliquer des choses intéressantes donc je sais, tu l'as dit que tu faisais des Lego quand tu étais gamin, tu l'as dit tout à l'heure, je sais que tu en fais avec ton fils, Gabriel, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi tu as amené des Lego. En fait, ces Lego, donc ils sont vraiment composés en 3 concepts. Il y a un personnage, normal, un personnage n'importe quoi, donc un type avec des cheveux longs, une moustache, un t-shirt de Baba Cool et un homard en guise d'arbalète. Et moi. Enfin, toi? Oui, ça c'est moi. Parce que en fait, c'est mon dernier objet fétiche. Je m'attache pas aux objets. Parce qu'un objet, ça se casse, ça se perd, ça s'abîme. Mais je m'attache au rituel. Donc en fait, ça c'est... Parce que comme mes parents, je pars faire mon travail loin et longtemps.
Alors, même si j'essaye maintenant, par expérience d'enfant, moi qui ai vécu ça enfant, je pars moins longtemps que mes parents, je m'efforce toujours de rentrer, d'organiser le temps pour qu'on soit pas séparés longtemps. Mais donc je dois quitter mon fils pour faire mon travail. Et ce que j'aime le plus au monde, c'est mon fils, et après c'est mon travail. Donc en fait, c'est assez magnifique d'avoir deux choses comme ça dans sa vie qui sont autant vecteurs d'amour et de choses qui me remplissent que de belles choses. Mais c'est vrai que du coup, quitter mon fils pour aller travailler, c'est assez compliqué. Donc en fait, ça, c'est mon dernier objet. Je viens de finir Mortel saison 2. Et avant de partir sur Mortel saison 2, avec mon fils, on s'est offert chacun ça. Le même set. Donc lui, il a fait un personnage n'importe quoi, un personnage normal, et moi, et lui, de son côté, il a le même truc avec un personnage que je lui ai fait n'importe quoi, un personnage normal, et ma version de lui en Lego. Attends, mais que je comprenne. Parce que ça, c'est des Lego personnalisés. Ouais. Ah oui, j'avais pas compris. On a fait nos propres bonhommes. On a construit nos propres bonhommes. Et donc, lui, il m'a construit, moi, avec une barbe, des lunettes et un ordinateur, ce qui est quelque part une partie de moi. Et donc, moi, je l'ai fait, lui, pareil. Comptable, en fait. Il te voit comme un comptable. C'est ce que je me disais. De loin, on dirait vaguement Harry Potter, et je sais que vous kiffez Harry Potter, mais là, tu me dis un mec Harry avec Potter des lunettes et un vieux ordi. Et comptable, ouais, qui a vraiment perdu tous ses pouvoirs. Et donc en fait ça, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel dans laquelle je vais vivre pendant 8 semaines, je le pose sur ma table de chevet avec d'autres choses de mon fils et on a fait une cérémonie ensemble où on ritualise ça. Et le tournage d'avant, lui il avait la baguette de Dumbledore, moi j'avais un petit bouffetou de le fantôme de Ghostbusters. Et en fait à chaque film, à chaque moment que je pars, où je pars, on a chacun un objet de l'autre. Et on ritualise cette chose-là, et comme ça, on se dit que quand on le touche, quand on le regarde, quand on y pense, quand on peut penser à l'autre, et on a chacun ça. Voilà. Donc mon objet fétiche, c'est pas un fétiche, mais c'est juste, c'est mon dernier objet dans ma vie qui a compté, mais qui, parce que j'ai du mal à m'attacher aux objets. Par exemple, chez moi, j'aurais pu amener ça aussi, j'ai un éléphant. Un très bel éléphant qui est à ma grand-mère qui était ma deuxième maman, qui est plus là aujourd'hui, et c'est un objet, j'ai une pression de taré. Un jour il est tombé, il s'est un peu pété, je l'ai recollé, j'étais malheureux, j'étais machin, et en fait j'aime pas voir la pression que ça me donne de dire oh putain ça représente ma grand-mère qui est plus là et tout, et en fait j'y tiens, mais c'est un stress pour moi. Donc je préfère les rituels, tu vois. Ouais. Les trucs qu'on crée, qu'on imagine. Voilà. Donc, j'ai mis beaucoup d'amour dans ces 3 petits Lego qui ont un sens pour moi. Et l'idée, c'est de pas les déballer, du coup. Non, ça reste, voilà. Ça sera cet objet qui, quand il m'a donné, c'était comme ça. Quand on l'a pris dans nos mains et qu'on a essayé de le remplir d'énergie, d'amour, voilà, on s'est donné comme ça et ça restait comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Et j'en ai plein d'autres, comme ça, d'objets avec mon fils. Et j'ai envie de penser, connaissant un tout petit peu ton fils, qu'il le chérit au moins autant que tu le chéris, cet objet, je pense. Ouais, c'est important. Parce que moi, c'est compliqué de partir de chez soi quand on a un enfant et pour faire son métier. Alors, on part pour faire un truc qui nous remplit. C'est-à-dire que moi, j'ai un tel besoin de faire fonctionner ma tête et de donner des occupations et de pouvoir m'exprimer. C'est une grande problématique de ma vie, c'est de m'exprimer. Donc, quand on raconte des histoires, on s'exprime en parlant, en machin, en écrivant, en machin. Et tout est un... En fait, même dans un choix d'accessoires, on s'exprime. En fait, on s'exprime 4 millions de fois par jour. Donc je pense que ça fait partie de ça aussi. C'est aussi pour ça que j'aime bien ce métier. Donc c'est un métier dont j'ai besoin et je me remplis et je grandis, je m'aère. Enfin, en tant qu'être humain, c'est important pour moi d'aller faire ça. Okay. Merci encore, Simon. C'est normal. Je pense que la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera pour des burpees. Tu riras moins. Tu riras plus jaune. C'est vrai. Mais j'aime bien les burpees au fond. En tout cas, je suis très content d'avoir pu approfondir un peu des sujets avec toi. Parce que excusez-moi, je t'en prie, fais. Dans cette salle, j'ai battu un record de gainage, on est d'accord? Je sais pas s'il existe encore en tant que toi détenteur numéro 1. J'ai battu le record des filles en gainage. Je crois que je suis là. Ben non, mais c'est ça, non? Il y a pas un souci à dire ça comme ça, du coup? Non, parce que putain, les filles qui sont ici, elles sont ultra fit, quoi. Ouais. Non mais genre. Mais en tant qu'homme, t'as quand même dit j'ai battu le record des filles. Oui, mais donc non, mais il y a ton beau-frère
mais genre c'est son métier. Donc non, mais 1h40 en gainage, c'est ça? Non, donc combien? il est expert en assurance, il a tenu 20 minutes. Non, il est pas expert en assurance, il est quoi? Non, il est gymnaste pratiquant. Professionnel? Non, toujours pas, il est expert en Mais il a fait assurance. de la compète. Vous voyez sa capacité à raconter Non, des mais histoires, on est en plein dedans. Mais Oui, il le a mec, fait de la compète. Il est comme ça, il a genre 2% de graisse sur lui. Il est pas, Oui, pas oui. expert en Il y a assurance. très peu de vérité dans tout ce que tu as Il dit, est mais expert en assurance. en fitness. en assurance. Bon, lui, il a fait Ouais. donc genre 4h30 de gainage sans Il y a bouger. encore, je crois. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai fait et je serais incapable de le faire. Mais c'est 10 minutes. T'es fou, quoi. Le record fille, c'est guère plus que 10 minutes. Sans manquer de respect à la jante féminine, je pense que c'est guère plus. Après, et ça je le dis souvent aux gens, ça m'ennuie que tu parles de tes performances à ce point au passé, parce qu'on parle d'une paire qui a au moins 3 ou 4 ans, Alors, c'est et qui faux. du coup, Elle a 1 an et demi. ça veut dire que tu t'estimes complètement pas à même de reproduire cet Non, effort. mais à l'époque, j'étais tellement dans un truc de Tu vis dans le passé, Simon. Hein? Tu vis dans le passé du coup. Ah non, pas du tout. Non, Non. je suis très fier, mais je veux Ah. dire, à une époque, il y avait la durée avec mon nom en dessous. Et là, il n'y a plus rien. Tu veux dire que tu étais au Hall Maintenant, of il y a- Fame il y a de la des- salle. Il y a des maillots de club de foot. Et il y a une place pour l'affiche Oui, c'est vrai. du discours. Mais non, mais c'était que 10 minutes de gainage, j'avais fait. J'ai pas fait 20 minutes? Non. Non, pas du tout. En tout cas, il n'y a aucune meuf qui a fait 20 minutes. Je sais un peu combien j'ai fait. Après, autant les performances de LeBron, c'est objectivement incroyable, autant 10 minutes de gainage, c'est à la rigueur subjectivement sans bouger. incroyable. Sans bouger? Ouais, sans bouger, du gainage. 10 minutes de gainage en une Oui, série de 10 minutes. Du gainage, c'est sans bouger. Mais qui fait 10 minutes de gainage? Plein de gens. En tout cas, nous, chez les filles, En tout cas, les c'est gars, vraiment un très 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 bon temps, quoi. est-ce que tu t'engages à faire plus que 10 minutes? Ouais, je sais pas. Tu t'y engages. Fais un peu monter le buzz. Non, déjà, je m'engage à avoir une bonne hygiène de vie. Ce qui n'est du coup pas le cas en ce moment. Si, bah si, franchement, ça va. Si, ok. Ah, je croyais que j'ai fait plus que ça, putain. Ah non. En tout cas, c'est pas, quand je pense à toi, c'est pas ce à quoi je pense en premier, en tout cas. Ah, quand même. Mais bon, Mais en bon. tout cas, Du dans coup, c'est cette une salle, je conclusion me qui a duré. suis surpassé. De Mais la tu sueur, vas continuer de te surpasser. du sang, pas de sang. Non, Non, pas de sang, je pense pas. je me suis blessé. Blessé. Je me suis beaucoup bloqué de trucs que tu m'as débloqué. Que je t'ai débloqué avec mes techniques ancestrales de maître Splinter. Ça aussi. On a vécu des belles choses quand même. Ouais, on a vécu. Et Il s'est jeté sur moi de tout son poids pour m'enlever des contractions. de tout son gros poids. Bon, c'était cool en tout cas. Bah, c'était très cool. En tout cas, j'espère vraiment que les gens seront reconnaissants de tout ce que tu as délivré comme message, d'avoir, je pense, par là à cœur ouvert, sans avoir évité quoi que ce soit dans les réponses, etc. Donc, et en tout cas, ça me conforte dans l'idée que d'interviewer des gens dont l'audiovisuel c'est le métier, c'est pour moi pas facile. Non, mais je le dis, tu vois. C'est une réalité, je suis pas Jean-Jacques Bourdin, on est d'accord, de toute façon, tu vois. Et j'ai vu que tu étais fier d'en jouer un peu au début, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Pas du tout. Non, mais bravo. Merci Simon. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez en masse la chaîne Ça dit quoi. Et à très bientôt.